De nos jours, il suffit de sortir 5 minutes, aller à l'épicerie au coin de la rue pour s'enfarger les pieds dans 8 ou 10 adaptations de Lovecraft facile. D'après l'IMDb, il y en a pas loin de 300 maintenant, au moins 250 facile. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu une époque où les adaptations de Lovecraft étaient rares et aujourd'hui, on remonte dans le temps, on remonte à la première adaptation de Lovecraft de tous les temps, en tout cas à ma connaissance. Là. On est tellement loin dans le temps en termes d'adaptation de Lovecraft que son nom apparaît même pas. Il apparaît au générique, ok, mais c'est pas son nom sur l'affiche. C'est Edgar Allan Poe qui apparaît sur l'affiche. Ce film-là, c'est The Haunted Palace de 1960 et quelque chose. J'ai oublié de noter l'année, mais 67-68. Ça fait partie du cycle des films d'Edgar Allan Poe, justement, le fameux cycle Corman-Poe. C'est une réalisation de Roger Corman. Puis ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement les qualités que Roger Corman apporte au film. Le côté Corman, le côté Edgar Allan Poe. Puis il y a aussi un côté horreur universel même, horreur gothique, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent en vérité. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est super bon. Des fois, là, comme j'ai déjà dit, des fois, il faut que je les cherche, les qualités, là, mais là-dedans, je l'avais déjà vu, le film, il y avait une dizaine d'années environ. J'avais adoré ça, je l'ai réécouté il y a une semaine ou deux, puis j'ai encore adoré ça. Là. C'est vraiment excellent. C'est en bonne partie grâce à Roger Corman, mais j'y reviens dans un instant. Alors, qu'est-ce que c'est fondamentalement? Ben, en principe, c'est une adaptation d'un poème de Edgar Allan Poe qui s'appelle The Haunted Palace, qui fait environ 15 lignes ou quelque chose du genre. Je l'ai lu, ça n'a aucun rapport. Ce que c'est en vérité, c'est une adaptation de l'affaire Charles Dexter Ward. Une des meilleures histoires de Lovecraft, c'est très bonne. Et qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est ce qu'on voit dans le film. On est au 17e siècle à peu près. On est à Arkham, évidemment. Il y a le vieux sorcier Joseph Curwen, je crois. Donc, le vieux sorcier est avec sa bande de copains. Ils hypnotisent les femmes et ils font des sacrifices humains. Et parce qu'ils veulent devenir immortels. Et comme on l'apprend plus tard, ben... ils veulent sacrifier les femmes en question aux grands dieux anciens. Donc, c'est ça. Mais les villageois commencent à en avoir un petit peu marre que leurs filles et leurs épouses et leurs mères se fassent sacrifier aux dieux anciens. Alors, ils font comme dans les films de Frankenstein. Ils débarquent avec les torches et ils torchent, pas le manoir, mais M. Curwen. Ils prennent le sorcier et ils le brûlent au bûcher. Mais comme tout bon sorcier, brûler au bûcher, c'est carrément dans leur code de déontologie. Là. Je veux dire, quand tu obtiens ton papier là, que tu mets sur ton mur, là, sorcier maléfique, là, c'est des années d'études, là, OK? Et quand tu obtiens ton papier, tu es obligé de prêter serment que si jamais tu es brûlé au bûcher, tu vas précisément maudire les gens et leur génération subséquente jusqu'à la fin des temps. M. Curwen est un sorcier intègre et du coup, il maudit toute la ville. 100 ans se produisent et le descendant de M. Curwen, qui est Charles Dexter Ward, arrive en ville avec sa conjointe pour reprendre possession du vieux manoir. Et ça arrive très souvent dans ce genre de film. Et comme il arrive très souvent, tous les villageois refusent de lui dire où se trouve le manoir, qui est juste en haut de la montagne. Il est juste en haut de la côte, tu le vois en arrivant dans le village. Ils font même la remarque à un moment donné dans le film. Mais c'est ça, ils lui disent non, vas-y pas, vous devriez partir maintenant, vous êtes fous, la malédiction, etc. Mais évidemment, il n'écoute pas ces sages et lugubres avertissements. Il s'installe dans le manoir avec sa conjointe. Et c'est ça, lui qui croyait reprendre possession du manoir de M. Curwen. Il est bien mal pris parce que c'est plutôt M. Curwen qui va prendre possession de Charles Dexter Ward. Et plus le temps passe, plus il est justement possédé par cet esprit maléfique. Il se détériore et
puis sa conjointe ne le reconnaît plus, et ben on réalise éventuellement que c'est ça. Donc, le vieux sorcier Corwin reprend le plein contrôle des lieux et de Charles Dexter Ward, et il reprend son plan diabolique, et il s'enligne non seulement pour précisément devenir immortel, mais ramener les dieux anciens sur Terre. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que les villageois vont retrouver les torches de leurs ancêtres pour mettre le feu à tout ça une fois pour tous? Est-ce que les dieux anciens vont finalement revenir sur Terre? Eh bien, toutes ces questions et bien d'autres encore, comme à chaque fois, une seule manière de le découvrir, c'est d'écouter The Haunted Palace de Roger Corman, et c'est excellent, c'est tristement bon. Haunted Palace, voici pourquoi. Eh bien, il y a 3 grands axes, comme je le mentionnais en introduction. Il y a le côté Roger Corman, il y a le côté H.P. Lovecraft, puis il y a le côté horreur classique, universel, gothique, même un côté Mario Bava dont je vais parler tout de suite. Mais commençons par Roger Corman parce que c'est ce qui se voit, c'est ce qui est le plus manifeste dans le film. Roger Corman, c'est embêtant parce qu'il est parfois considéré comme un auteur. Okay? Et il faut admettre que là, j'en ai peut-être vu 20-25 de ses films et je ne crois pas que c'est un auteur. Je pense que c'est un excellent technicien qui fait des films commerciaux. Okay? Mais ceci étant dit, okay, il n'a pas la vocation artistique je sais pas moi, de votre auteur de série B préféré, là, le gars qui a fait Beyond the Time Barrier, par exemple, il est beaucoup moins bon techniquement que Roger Corman, mais il y a un propos plus prononcé, okay? Il y a une sensibilité plus personnelle qui s'exprime. Mais ceci étant dit, cette critique, si l'on veut, est en fait, c'est un artisan du plus haut niveau. Roger Corman. Je l'ai vu, ça paraît. Le film est visuellement, ok, les couleurs, puis les décors, etc. Mais certainement la qualité, la richesse là, de l'image, de ce qu'on voit est absolument, c'est somptueux, magistral, c'est riche, puis c'est hallucinant de voir. On peut voir la maîtrise. Là, okay. Encore une fois, c'est pas un auteur, je ne le crois pas, mais c'est un artisan qui a la maîtrise de son artisanat, de son métier. Puis c'est facile de le voir parce que il y a un film, la deuxième ou troisième adaptation de Lovecraft, là, celle qui est faite juste après, c'est Die Monster Die avec Boris Karloff. Puis ça aussi, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. C'est la 3e fois que je l'écoute, puis j'aime pas ça. C'est obligé de le dire, ok? Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus à un moment donné quand même parce que, bon, il y a des qualités, puis c'est intéressant, c'est une adaptation de Couleurs tombées du ciel. Mais je ne crois pas que Die Monster Die, je ne trouve pas que c'est bon. Okay? Puis précisément, la différence, elle est où? Elle est dans le fait que dans les deux cas, dans mon souvenir, dans les deux cas, c'est une production AIP. Là. Okay? C'est la même compagnie de production. Puis si c'est pas la même compagnie de production, c'est le même niveau. Là. Mais il y en a un que c'est Roger Corman qui le réalise, puis il y en a un autre que c'est pas Roger Corman qui le réalise. Puis dans les deux cas, ils ont de toute évidence le même budget, ils ont les mêmes genres de décors, de manoirs anciens, etc., le même genre d'acteurs. Ici, c'est Vincent Price et Lon Chaney Jr., j'en parle dans un instant. Mais dans Die Monster Die, c'est Boris Karloff. Bon, ben, c'est Boris Karloff très vieux en chaise roulante, mais ça demeure Boris Karloff, qui est hallucinamment bon en général. Mais le film n'est pas bon, Die Monster Die, à mon avis. Puis parce que Roger Corman est un meilleur réalisateur. Ultimement, c'est rien que ça. Puis non seulement c'est un meilleur réalisateur, mais c'est quelqu'un qui est capable de prendre un budget minuscule. Puis c'est une de ses nombreuses, mais grandes forces. C'est quelqu'un, Roger Corman, qui peut prendre un budget absolument minuscule, puis te donner l'impression que tu regardes Autant en emporte le vent. Okay? Une méga production historique. Okay? Il est vraiment extrêmement bon. Puis, je mentionne ici que, j'ai vu une entrevue qui était le documentaire sur le DVD, en fait, que quelqu'un a mis en ligne. La compagnie de production voulait qu'il fasse un autre film de la série Edgar Poe, mais il voulait prendre une pause, et il a dit pourquoi pas Lovecraft.
Et parce que le ton de Lovecraft était différent de celui d'Edgar Poe, Roger Corman explique qu'il a utilisé tel type d'objectif puis tel type de projecteur essentiellement pour que la couleur soit légèrement plus diffuse puis un peu moins précise, puis un peu moins saturée, peut-être ce genre de truc-là, parce que ça reflétait la différence de ton des nouvelles de Poe versus celle de Lovecraft. Là. C'est hallucinant, là. Le niveau de subtilité, puis c'est brillant, 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 parce que personne va jamais remarquer ça, mais ça se voit en même temps dans le film. C'est perceptible. Fait que c'est quelqu'un qui a absolument compris Edgar Poe, puis je pense qu'on peut dire qu'il a très très bien compris H.P. Lovecraft, qui aime les deux auteurs, qui les respecte, qui les comprend, c'est ça, puis qui utilise là, vraiment une connaissance déconcertante du médium filmique, là, du côté là, pratico-pratique, le type de pellicule, etc., pour refléter des différences qui sont au niveau de l'analyse littéraire. Là, je veux dire, c'est très, très fort. Puis je mentionne ici un truc que, tout le monde l'aimait, Roger Corman. Hein? Puis Hollywood, c'est pas toujours un endroit où tout le monde s'aime. ils disent que tout le monde s'aime. Mais dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Mais j'ai vu Jack Nicholson pleurer en entrevue. Jack Nicholson, il y a pas très longtemps. Juste parce qu'il aimait tellement Roger Corman, parce qu'il était tellement gentil et généreux. Puis c'est bien connu qu'il a lancé la carrière d'un paquet de personnes, entre autres Francis Ford Coppola, qui, d'après l'IMDb ou Wikipédia, Francis Ford Coppola, le parrain Apocalypse Now, il a contribué à ce film-là. Il a contribué au dialogue, entre autres. Là. Ça fait que, bon voilà, donc Roger Corman, c'est quelqu'un qui encourageait le meilleur de ses collaborateurs, il encourageait le talent, etc., etc., puis ça, j'avoue que ça me le rend très sympathique aussi, puis ça me donne le goût d'aimer ses films. Mais je dois admettre que c'est pas tout le temps bon, là. Sujet pour un autre jour. Mais lui, ici, est très, 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 très bon. Puis c'est vraiment dans les meilleurs que j'ai vus. Là. Des fois, je finis là-dessus pour le côté Edgar Poe, le côté Corman. Là. Des fois, ces films sont un peu... Il y a des longueurs, souvent. Souvent, il y a du remplissage, puis des scènes de dialogue qui servent à rien, puis une longue séquence de rêve ou d'hallucination. Puis c'est un petit peu ça, souvent, que je reproche à ces films. Là, c'est d'être bourré, d'être rempli. Il y avait un scénario de 50 minutes, puis il fait un film d'1h20, puis ça paraît, là. OK? Mais ici, il n'y a pas de ça. Ici, c'est vraiment là, parfait. Le rythme est super bon, tout est vraiment bon. Puis je répète encore une fois que c'est visuellement, là, c'est très, très somptueux. Comment est-ce qu'il présente les dieux anciens, puis ça va m'amener à Lovecraft, là, le côté vraiment Lovecraft, ben, comment est-ce qu'il les présente. C'est un gars dans un costume, mais on en voit une sorte de dieu ancien dans le film. C'est un gars dans un costume, mais il trouve une astuce pour qu'on le voit, c'est flou, etc. Fait que c'est astucieux, c'est créatif. C'est la première fois que ça se faisait. Hein? Puis compte tenu que tout le principe de Lovecraft, c'est la difficulté de décrire ce qu'on voit, l'indicible, bon, c'est ça, ben c'est un assez gros défi en vérité pour les réalisateurs. Le cinéma, c'est un médium visuel. Fait que la solution que Corman trouve ici est créative, puis ça fonctionne bien. Puis il y a Vincent Price. Donc, puis il est plutôt très bon là-dedans. Vincent Price, moi je suis un peu sur la ligne par rapport à Vincent Price, parce que quand j'étais petit, je l'aimais pas du tout, sincèrement. Mais maintenant, je l'aime beaucoup plus qu'avant. Mais le truc, c'est que des fois, il joue un peu gros et artificiel, mais des fois, il est très, très, très bon et vulnérable. Il est capable des deux, puis souvent dans le même film. Puis c'est un petit peu ce qu'on a ici, à mon avis. Il y a des plans, il y a certaines scènes ou certains plans, même carrément, où je le trouve qu'il est un petit peu moins bon. Mais règle générale ici, Vincent Price... Très, très fort. Puis autant dans le rôle de Charles Dexter Ward que du méchant sorcier Curwen, là, il est très bon. Il fait un très bon personnage de Lovecraft, Vincent Price. Puis, bon, parlons du côté Lovecraft maintenant. Ben, c'est vraiment cool parce que le principal défaut, moi, je trouve, des adaptations, des nombreuses
cette adaptation Lovecraft auquel on a eu droit dans les dernières années, là, c'est précisément que ça utilise le nom de Lovecraft ou le nom de Cthulhu, mais le ton n'est pas là du tout. Okay? C'est très, très, très éloigné. Je pense par exemple à... C'est pas que c'est un mauvais film, mais il y a un film qui s'appelle Cthulhu, je pense, de 2007. Et en vérité, c'est une histoire d'amour homosexuel. Et puis le gars qui a tourné le film a carrément dit qu'il voulait utiliser la métaphore, si on veut, cthulhuienne, cthulhuesque, pour exprimer le désarroi qu'il avait senti en tant qu'homosexuel dans une petite ville. Puis c'est tourné à petit budget, genre caméra qui tremble, un peu ce genre d'esthétique-là. Fait que, ben écoutez, c'est le film qu'il a choisi de faire, ça se défend si on veut, mais on est quand même assez loin, là. Hein? On est assez loin de l'adaptation de Lovecraft, quoique, puis là je reviens tout de suite, après là je reviens à Haunted Palace, mais je mentionne que la fin de ce film-là, il y a un 5 minutes ou 10 minutes à la fin où... bon, je vais vous le dire, là, ça se pourrait qu'il y ait des grands anciens qui reviennent. Ça se pourrait peut-être que... Puis ça, c'est cool. Okay? La folie s'empare de l'humanité. Il y a une image de ce film-là, le Cthulhu de 2007-2008. Puis méfiez-vous parce qu'il y a 2 films au moins qui s'appellent juste Cthulhu à la même époque. Là. C'est celui avec l'histoire d'amour homosexuel. Là. Puis, mais ce plan-là, à la fin, quand la folie de Cthulhu s'empare de l'humanité, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Mais c'est ça, comme je disais, l'adaptation est assez lointaine, c'est très souvent le cas. Lurking Fear de 94, je ne l'ai toujours pas vu, mais de ce qu'on en dit, c'est ça. Les Stuart Gordon, j'en ai parlé, moi j'adore ça. On a parlé de From Beyond il n'y a pas longtemps, c'est très cool, mais c'est quand même souvent assez lointain par rapport à l'histoire. Pas ici. Ici, ça suit... Bon, ça fait longtemps que je l'ai lu, l'affaire Charles Dexter Ward, je m'en confesse. Mais j'ai reconnu l'histoire, j'ai reconnu le ton, justement, puis la sensibilité. Puis c'est ça l'affaire. C'est que Corman s'est vraiment dit... Là, on fait un film de Lovecraft, puis c'est ça qu'on fait. Puis quelles sont les qualités de Lovecraft qu'on peut... Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre à l'écran pour être vraiment fidèle, okay, au ton et à l'esprit du maître de Providence. Fait qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'histoire déjà, l'ancêtre, etc. Charles Dexter Ward est possédé par son ancêtre, un thème hyper Lovecraftien qui revient très souvent. Bon, il y a des éléments assez nombreux de l'intrigue, même dans mon souvenir, qui sont pas représentés dans le film, là, qui n'ont pas été retenus dans le scénario, mais somme toute, on a l'histoire, puis on la reconnaît, puis ce qui est très, très réussi, précisément, c'est cette histoire de possession. Quelque chose qu'on rencontre très souvent chez Lovecraft, c'est les gens qui décrivent de l'extérieur, les gens décrivent l'horreur de l'extérieur. Puis ils voient la déchéance du personnage ou la possession qui prend de l'ampleur au fur et à mesure. On a un petit peu ça aussi dans Le Grandiose Pan d'Arthur Machen. Dans mon souvenir, je le mentionne parce que Lovecraft est un méga fan d'Arthur Machen, qui est très très bon d'ailleurs. Mais bon, la couleur tombée du ciel, on a parlé de la version allemande il n'y a pas longtemps, qui est très bonne. Ben, c'est le même principe. Tu sais, Dreams in the Witch House, j'oublie le titre en français. Là, ça aussi, il y a un film avec Boris Karloff, on en reparlera un autre tantôt. Mais bon, tout le principe là-dedans, c'est toujours qu'il se passe quelque chose et notre héros est transformé et c'est clair qu'il se passe quelque chose d'horrible, mais très souvent, c'est compté de l'extérieur. Puis les gens voient la déchéance sans être capable de mettre le doigt dessus, mais ils voient que c'est ça. Il se passe quelque chose de pas correct. Et c'est vraiment terrible. Puis ça, le film l'a réussi hyper, hyper bien. Puis évidemment, on a les deux côtés. On a le point de vue de sa femme, entre autres ici, là, qui est vraiment horrifiée de voir la transformation. Mais on a aussi le point de vue, si on veut, à la première personne, autant de Charles Dexter Ward que du sorcier Corman. Et ben c'est ça, Charles Dexter Ward, puis là-dessus, Vincent Price, il l'a très très bien, là, ça marche vraiment très bien. Il est lui-même horrifié de voir à quel point il sent bien là, que
il est en train de perdre le contrôle de lui-même, puis on le voit s'affaiblir au fur et à mesure du film, puis en contrepartie, le lui possédé par le sorcier, il est puissant, il est très, il bombe le torse, là, etc. Fait que l'idée ici, c'est autant le principe narratif, si on veut, de voir la déchéance de l'extérieur, que cette expérience, là, cette narration de l'intérieur, donc de la personne qui se dégrade, tu sais, Innsmouth, la malédiction, le gars qui découvre que finalement lui aussi est un homme poisson, là, je vous vends le punch. Là. Je présume que si vous êtes fan de Lovecraft, là, vous connaissez un peu la formule. Ben ça marche très très bien. Puis j'ai mentionné l'autre truc, ben forcément, quand on a Lovecraft, on a les dieux anciens, mais comme je l'ai mentionné, ils sont carrément mentionnés là-dedans. C'est pas que Cthulhu, c'est juste Cthulhu, mais c'est tout à fait normal. Même dans le texte de l'appel de Cthulhu, encore une fois dans mon souvenir, Cthulhu, c'est juste un des noms qu'on lui donne. Personne n'est capable de prononcer son nom. Puis il y a plein de variations. Donc ici, ils disent Cthulhu, mais il y a Xothoth qui est carrément mentionné, tu sais, puis c'est ça, il y a le Necronomicon, je mentionne qu'on le voit carrément, là, le Necronomicon dans le film, c'est le premier film de Lovecraft et la première apparition du tome épouvantable de l'arabe démon Abdul al-Azred. Puis comme j'ai mentionné, ben on voit un grand ancien, puis tu sais, il y a un puits, il y a un trou, le puits sans fond. Mais le truc qui est vraiment, vraiment très, très cool, puis là, sur l'aspect Lovecraftien, il y aurait d'autres affaires que je pourrais mentionner, mais sur l'aspect Lovecraftien, ce qui est vraiment excellent, là. Ça, je me rappelais pas de ça, puis j'ai adoré ça. C'est que vers la fin, Vincent Price, donc le sorcier Corwin, fait son discours maléfique de sorcier. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous n'avons pas le libre arbitre. Essentiellement. Nous ne sommes pas les vrais maîtres ici. Nous sommes les adorateurs de ces monstres anciens et nous préparons leur retour sur Terre, mais ce sont vraiment eux les maîtres. Nous sommes leurs esclaves et leurs agents. Et il dit ça un petit peu, honnêtement, il y a un petit côté Dark Vador et Palpatine. Où est-ce que Dark Vador est évidemment là, certainement, quand on a 10 ans et qu'on regarde ça, c'est le symbole ultime, là, la toute-puissance maléfique, là, la jouissance dans le mal. Mais éventuellement, plus que la première trilogie avance, plus que la saga originelle avance, mais plus qu'on se rend compte que Dark Vador, en vérité, il est prisonnier de tout ça. Là. Il est prisonnier du côté obscur, même dans l'Empire contre-attaque. Il y a de ça, là, quand il dit « If you only knew the power of the dark side ça va dans les deux sens. Okay? Ça va dans le sens de « Ouais, ça me confère énormément de pouvoir, le côté obscur, mais je suis aussi prisonnier de ce pouvoir. Ce pouvoir-là est plus grand que moi. » dit Dark Vador, et c'est exactement ce que dit Corwin là-dedans. Là. J'ai trouvé que finalement c'était assez finement observé. C'est que c'était une lecture vraiment intéressante et judicieuse de Lovecraft et du rôle des grands anciens, des dieux, appelons-les, mais on sait que c'est pas vraiment des dieux, on les appelle comme ça, mais ça transcende, c'est des créatures, on sait même pas qu'est-ce que c'est, en vérité, mais ça sert à rien de les adorer, là. Ils vont pas te remercier quand ils vont finalement prendre contrôle là, du monde. Puis voilà, fait que ça marche vraiment très très bien. Ça fait que le côté Lovecraft est vraiment très 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 présent, c'est vraiment excellent. Puis finalement, ben, j'ai mentionné le côté horreur gothique, Universal, etc. Puis ça, je m'en rappelais pas non plus, mais bon, déjà en partant, il y a Lon Chaney Jr., évidemment qui jouait le loup-garou dans les films de Universal des années 30. Et ben c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis là. Ils l'ont mis là, entre autres, puis je pense que justement Corman, dans son entrevue, le mentionne. Il l'a mis là parce que c'était un nom à mettre au générique. Mais clairement, en le mettant là, ben ça trace tout de suite une ligne directe avec une filiation directe avec la grande ère là, du film d'horreur / science-fiction américain des années 30, que la première grande époque du cinéma d'horreur science-fiction américain, c'est les films d'Universal, puis qui sont synonymes de Boris Karloff, Bela Lugosi et Lon Chaney Jr.
dans mon souvenir, lui, je l'avais pas aimé la première fois que j'avais écouté le film parce que Lon Chaney Jr. aussi, c'est quelqu'un avec qui j'ai longtemps eu assez de difficultés et c'est plate à dire, mais c'est parce qu'entre autres, il était alcoolique. Hein. Il était très, 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 très alcoolique. À tel point que souvent, quand on l'engageait sur un film, puis ça se vérifie là, dans les nombreux films de série B, là, B ou Z, là, qu'il a fait dans les années certainement 50, c'est quoi, The Indestructible Man, puis des affaires comme ça. C'est rarement mieux que pas bon du tout. Et il était tellement alcoolique qu'il tournait les séquences de dialogue le matin parce que rendu midi, il était tellement pacté que il était plus capable de prononcer ses répliques. Il avait la bouche pâteuse et il marmonnait ses mots comme un gars qui a bu 3 bouteilles de vin ou 2 bouteilles de fort. Là, je ne sais pas ce qui était rendu dans sa consommation, mais c'est ça. Les gens, il était rendu incompréhensible parce qu'à midi, il était complètement saoul. Donc, il lui faisait tourner des séquences sans dialogue pour le restant de la journée. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que là-dedans, il est très bon, en fait, Lon Chaney. L'ayant réécouté, il fait le serviteur, il fait le Igor essentiellement de Joseph Corwin. Mais contrairement aux souvenirs que j'en avais gardés, il est très bon. Il n'a pas l'air pacté du tout. Je sais pas là où il en était dans sa vie, mais je sais pas comment il a fait parce que j'en ai vu d'autres des films de Lon Chaney exactement tournés à la même époque, puis il est jamais bon comme là-dedans finalement. Ça fait qu'il a un petit rôle, mais il s'en sort très très bien. Puis je soupçonne que encore une fois le talent de Roger Corman y est pour quelque chose. Ça serait mon hypothèse. Mais certainement, Lon Chaney s'en sort très, très bien. Mais j'ai mentionné les torches, là, les villageois, puis ça, c'est vraiment le lieu commun par excellence du film de la Universal, puis des films de la Hammer dans les années 60. Ben, on a ça là-dedans aussi. Puis justement, ben, c'est ça. Il y a quelque chose du ton qui fait penser à, c'est ça, les Frankenstein, où il y a un aspect, certainement quand ils vont brûler le sorcier, là, qui m'a fait beaucoup penser à, c'est quoi, Mask of the Devil, j'ai oublié le titre en français, le film de Mario Bava avec Barbara Steele, là, qui est ultra super bon. Là. Ben, il y a de ça, ok, puis justement, tous les films gothiques là, des années 60, il y en a eu beaucoup, ben, il y a un élément de ce ton-là, puis, tu sais, Le Château des Vampires, là, le film avec Christopher Lee, le film allemand de 1967, avec le comte Régula, il y a un élément de ça, encore une fois, tu sais, un peu le côté passage secret, labyrinthe, piège, torture compliquée, sophistiquée. Fait qu'il y a tout ça. Okay? Fait qu'ultimement, le film est un mélange de toutes ces qualités-là, puis toutes ces qualités-là marchent hyper, hyper, hyper bien. Ça fait qu'on a le côté maestria technique, là, okay? Hyper sensibilité artisanale de Roger Corman, décors phénoménaux, artificiels en même temps, de décors c'est clairement un plateau, là, okay? Mais un énorme plateau. Okay? C'est quand il arrive dans une lande dévastée ou quelque chose comme ça, ben c'est tout tourné en studio, mais ça confère un côté artificiel qui est dans le ton Lovecraft, en vérité, le côté onirique en quelque part. Mais certainement ici, ça marche, puis ça marche parce que Roger Corman sait s'y faire. Il sait comment ça marche, puis c'est ça. Visuellement, les couleurs, etc., le décor, les éclairages, c'est grandiose, là, au niveau visuel. Vincent Price est cool, il y a le côté Lovecraft dont j'ai parlé, il y a plein, je ne sais pas tout nommer, mais il y a plein d'éléments, de petites touches qui font Lovecraft. Il y a le côté en même temps, comme je dis, d'horreur gothique, d'horreur universelle, la grande tradition de l'horreur, etc. Ça fait que c'est vraiment un mélange de tous ces facteurs-là. Fait que finalement, ultimement, on est très chanceux parce que la première adaptation de Lovecraft, encore une fois, même si son nom apparaît au générique, mais l'histoire n'est même pas mentionnée. Okay? C'est basé sur The Haunted Palace de Edgar Allan Poe et une histoire de H.P. Lovecraft. C'est comme ça que c'est présenté dans le générique. Mais néanmoins, on est finalement dans une adaptation finalement très fidèle en dernière analyse, non seulement de la lettre, mais du ton et du propos, en quelque sorte, de H.P. Lovecraft. Fait que pour un fan, c'est vraiment... pour un premier film, là, on est gâté. On est chanceux que ça ait été celui-là. Pourquoi c'est bon? Parce que...
c'est super beau, c'est super bon, c'est fidèle à Lovecraft, c'est tourné avec amour et avec attention et avec soin. Puis en tant que fan, c'est juste vraiment super cool.